Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sweat Story. Aujourd'hui, on accueille Pierre-Louis. Il a une passion et un sport qui est très particulier, l'Ultimate. On vous laisse découvrir son parcours et sa résilience pour aller au plus haut niveau dans son sport. Si cet épisode vous plaît, on compte sur vous pour vous abonner, pour le partager au maximum de gens et afin également de mettre un peu de lumière sur son sport et de pouvoir l'aider dans sa démarche d'athlète de haut niveau. Pierre-Louis, c'est un grand plaisir de t'avoir. Merci d'être sur le podcast Sweat Story. Aujourd'hui, on va parler d'un sport un peu spécial. Mais juste avant, je vais te laisser te présenter, savoir un petit peu qui tu es et puis après, on pourra parler de ta passion. Ça marche. Bon, eh bien, écoute, je m'appelle Pierre-Louis Combré. J'ai 33 ans, je suis originaire du Cantal, dans le sud de l'Auvergne. Je suis à Annecy pour le boulot. Je travaille dans une filiale qui s'appelle Hydrostadium et je fais l'Ultimate Frisbee depuis 10 ans. Voilà. J'ai commencé sur ma dernière année d'études. J'ai connu ce sport au Canada et quand j'avais fait des stages. Et voilà, donc ça fait 10 ans que je joue et à Annecy, je joue également au club local qui s'appelle Eda Ultimate. Voilà pour la présentation rapide. Au top. Donc Ultimate, je crois je sais pas trop si on a le droit de dire Ultimate Frisbee ou c'est juste Ultimate maintenant. Alors effectivement, Frisbee c'est une marque déposée, donc on appelle ça Ultimate. Alors la fédération française s'appelle Fédération française de Flying Disc. Donc c'est très anglophone comme sport, donc forcément la fédération a pris le pli et puis ça regroupe également d'autres disciplines qui sont le disc golf. Vous avez peut-être déjà vu ça dans les paniers parcs, là les cool, paniers avec les chaînes là. Okay. Et d'autres disciplines que j'ai pas en tête, mais voilà. Donc Ultimate Frisbee, Ultimate, c'est bien du Ultimate Frisbee pour le grand public. Les gens arrivent bien parce que bon, pour la petite anecdote, une fois je suis allé au Decathlon, on demandait le rayon Ultimate. Et on m'a demandé Ultimate Fighting et je dis non, Ultimate Frisbee et on a ri un petit peu quoi, voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu comment ça se passe, un match d'Ultimate, si on dit un match, une rencontre, un match. Et puis donner un petit peu les règles et puis un petit peu les bases pour qu'on comprenne un petit peu comment ça joue ce sport. Ok, c'est très simple. 7 contre 7 sur un terrain de rugby, aussi long mais un peu moins large. On a 2 embûts qui sont utilisés au rugby, là où on aplatit le ballon, quoi. Et le but, donc, c'est de faire progresser le frisbee de joueur en joueur. On n'a pas le droit de se déplacer avec. Donc l'idée, c'est de se faire des passes, voilà, de remonter le terrain adverse. L'autre équipe doit essayer d'intercepter ou de faire tomber le frisbee, sans contact, évidemment. Pour marquer un point, il faut rattraper le frisbee, donc rattraper une passe d'un coéquipier en étant dans l'embut adverse. Donc là où on aplatit le ballon, on doit rattraper le frisbee, ça fait un point, comme un touchdown au football américain. Les matchs, c'est 2 fois 45 minutes, en général, un peu comme au foot, sur les compétitions de haut niveau, que ce soit masculin, féminin ou mixte. Donc je viens de donner aussi une autre info, c'est que c'est un sport qui se pratique en 3 catégories. Donc Open, c'est la catégorie en général entre guillemets masculine, enfin dans le sens où on fait ce qu'on veut pour faire la meilleure équipe possible. Bon, en général, à haut niveau, il y a quand même beaucoup de gars. C'est possible de trouver des filles aussi. Après, on a également la catégorie mixte et on a la catégorie 100% féminine. Voilà. Donc, voilà, je l'ai dit, deux mi-temps, 2 équipes de 7 contre 7. À chaque point, ça tourne. On change de côté, c'est-à-dire qu'une fois que tu as marqué dans l'embut adverse, si tu marques, tu gardes le frisbee et l'équipe reste là et va rattaquer l'autre embut, enfin va défendre son embut parce qu'en fait quand tu as récupéré le frisbee, c'est à toi d'engager le frisbee, tu rends la possession pour que l'autre équipe attaque et ainsi de suite tu dois défendre. Et voilà. Un peu comme je crois au foot américain où tu prends ton ballon et tu l'envoies, je sais plus si c'est l'équipe qui perd, qui prend le touchdown, qui renvoie le ballon à l'équipe adverse, je sais plus trop comment ça se passe mais je crois que c'est peut-être dans le même sens. Il y a des bases communes donc c'est un peu le même. C'est possible et donc soit au bout des 100 minutes, enfin 2 fois 45, le chrono s'arrête et en gros le match s'arrête parce que voilà, tu arrives au bout du temps, soit c'est le premier à 15 quoi. Premier à 15 points, ok. Premier à 15 points, le match s'arrête. Ok. Je sais pas si les gens ont déjà essayé de rattraper un frisbee sur la plage ou quoi, mais ça reste quand même quelque chose quand même de très très compliqué puisque il y a forcément tu joues avec les conditions, le temps, donc le vent, le frisbee il porte aussi sur l'air. Tu me disais aussi en off tout à l'heure que forcément on peut jouer avec le frisbee pour faire des courbes, pour faire j'imagine peut-être des
des trajectoires très directes aussi. Tu peux aussi le mettre sur la tranche, j'imagine. Donc il y a quand même énormément de possibilités. Donc ça, c'est plus la partie coordination technique et jouer avec une partie fine de l'entraînement. Comment tu pratiques ça? D'où ça vient? Est-ce que toi, au début, tu as eu des capacités pour ça, ou est-ce que ça demande énormément d'entraînement, j'imagine, aussi pour pouvoir maîtriser? Ouais, alors pour la petite anecdote, moi j'ai connu ça au collège, au tout début, en sixième, une prof de sport. Alors en sixième déjà ça remonte un peu, tu vois, le sport est quand même assez jeune en France, donc ça remonte un peu. Mais j'ai une prof de sport qui nous a fait faire ça sur une unité d'enseignement, tu vois, sur un trimestre. Et en fait, j'ai su assez rapidement lancer le frisbee en revers. C'est vraiment le coup classique. Tu lances en revers, tous les gens sur la plage, tu les vois, ils vont lancer en revers et ils vont rattraper à une main, à deux mains, mais en général, c'est le coup de base. Et ensuite, j'ai toujours été un peu attiré par cet objet. Je trouve ça assez satisfaisant de faire une belle passe, d'arriver à faire des longues passes qui vont à plat comme ça et qui prennent le vent et qui arrivent dans les mains de ton ou ta partenaire, quoi. Donc non, moi j'ai kiffé ça vraiment dès le début. Ensuite, donc comme je te disais, j'ai connu ça au Canada. Et juste avant d'y aller, au Canada, j'étais en stage de fin d'études, quoi. J'ai des amis qui m'ont offert un frisbee. Et depuis ce jour-là, en fait, je sais pas, il y a un virus qui m'a piqué. Et j'ai vraiment. Là-bas, je tombais avec des gens qui jouaient à l'Ultimate. Donc on a joué. Moi, ça m'a vraiment plu. Et après, en fait, tu as toujours un frisbee dans le sac, ça prend pas de place. Dès que tu arrives sur un terrain ou quoi, tu peux à la plage ou au parc, tu peux lancer. Donc après, bon, tu as énormément de coups qu'il faut apprendre. Le revers est assez facile à maîtriser par tout le monde. En général, quand on fait des initiations, le revers, tout le monde le maîtrise assez rapidement. Après, tu as le coup droit, c'est le deuxième coup un peu plus compliqué, mais qui, en match d'ultimate, est indispensable. Tu ne peux pas jouer juste en faisant des revers. Et là, pour le coup, je me suis découvert une espèce de prédisposition à lancer des coups droits. Et c'est vrai que en France, en tout cas dans les championnats dans lesquels je participe, je suis connu pour avoir un gros coup droit. Je peux faire des coups droits de 1 mètre, tu vois, tu peux faire des petits coups droits, comme des coups droits de 60, 70, 80 mètres, vraiment quand je suis en forme, quoi. Wow, voilà, et que le vent va bien aussi, quoi. Ouais. Voilà. Okay. Donc après, tu as tout un tas de lancers. Tu peux lancer sur la tête. Donc là, tu l'envoies à l'envers. Il va avoir une trajectoire assez rapide pour lancer dans des zones qui sont moins défendues par les adversaires. Tu vas pouvoir lancer le disque à l'envers de l'autre côté. Tu as tout un tas de lancers. Effectivement, tu peux te servir du vent et on s'en sert évidemment quand on est en championnat parce que en défense, tu vas mettre des stratégies défensives pour gêner au maximum l'équipe adverse. Donc les mettre à jouer face au vent ou du côté d'où vient le vent sur le terrain. Parce que le frisbee, c'est quand même léger. C'est un objet, si on va un peu dans le détail, qui fait 27 cm, je crois, de diamètre et qui fait 175 grammes. Donc c'est assez léger. On joue tous avec le même. Il y a 2 grosses marques, en gros, dans le monde qui font des frisbees, donc qui sont normés. On joue tous avec. En Europe, c'est Eurodisc. L'autre marque américaine, c'est Discraft. C'est la marque ultra connue. On joue tous avec ça. Et là, en septembre, en Australie, on jouera avec des Discraft, quoi, voilà. Donc c'est un objet qui est assez léger et qui prend le vent. Et les éléments ont vraiment un impact. Et je te dis, je te raconte pas, quand il pleut, ça peut amener, ça glisse, ça tombe beaucoup plus, les points durent plus longtemps et ça amène à des matchs assez accrochés. Voilà. Ouais, c'est cool parce que ça rejoint vachement les sports comme le rugby et le football américain où tu vas avoir un peu les mêmes problématiques, sauf que l'objet est un peu différent. Que football américain et au rugby, évidemment, tu as la notion de contact qui va jouer, mais on reste sur la même chose, c'est progresser sur le terrain et arriver dans l'embut adverse. Donc je pense qu'à regarder, c'est aussi assez facile à comprendre ce qui se passe. Les règles ne sont pas compliquées non plus, puisque ça reste un peu la même chose. Après, je pense que tu commences à apprécier vraiment le sport quand tu vas comprendre la difficulté du geste technique et ce qui va faire la différence. On parlait aussi en off un peu de la partie physique, parce que sur un terrain rugby, on est 15 contre 15. Là, vous êtes 7 contre 7. Donc, il y a aussi du rugby à 7. Et on sait bien que le rugby à 7, c'est beaucoup plus physique. En tout cas, on court beaucoup plus. Est-ce que toi, tu peux me confirmer que c'est un peu la même chose et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les qualités physiques que ça demande d'être un joueur d'Ultimate comme toi? C'est un sport qui est ultra complet. Alors, pour vraiment amener la précision, le terrain est un poil moins large que le rugby à 7, mais bon, c'est tout aussi long, donc il
fait 100 mètres de long, 2 embûts de 18 mètres, et je crois que le terrain en largeur, il fait 37 mètres, je crois 36 ou 37 mètres, donc on est quasiment sur les 50 mètres du rugby. En termes de qualité physique, il faut avoir un bon cardio, parce qu'en fait, le fait que le porteur du frisbee soit arrêté, tous les autres autour doivent se démarquer pour faire des appels. Donc tu vas faire des appels à l'arrière, puis revenir devant. Comme tu as un défenseur sur toi, tu vas devoir le semer, en fait, arriver sur le frisbee ou dans un espace avant lui. Donc tu dois te démarquer, faire des appels, des contre-appels, ce qu'on appelle dans le jargon ultimate des cuts et des contre-cuts. Tu vois. C'est très anglophone comme sport, donc il y a beaucoup d'anglicisme. Et qu'on a repris aussi en France. Donc tu dois te démarquer, tu dois courir longtemps, vite, tu dois changer de direction. Le frisbee, souvent, il va être en l'air, donc tu vas être amené à faire des duels aériens. Donc il va falloir que tu sois la capacité de te projeter en l'air, tu vois, faire un peu de détente verticale pour aller choper des disques en l'air, des duels. Le frisbee, des fois, il arrive en fin de passe, il est à 30 cm du sol, tu dois plonger pour l'avoir. Donc là, il faut que tu sois aussi assez renforcé physiquement parce que tes épaules vont prendre un peu. Quand tu t'allonges en extension et que tu retombes sur le coude, la chromio aime pas trop, quoi. Mais sinon, ouais, donc c'est un sport qui demande des qualités assez complètes. Tu as aussi appris de la vision de jeu, donc là on n'est plus sur le physique, mais maintenant c'est toujours associé, tu vois, ça en fait partie. Il faut de la vision de jeu parce que le frisbee il peut aller effectivement plus ou moins vite. Tu dois maîtriser les éléments et donc tu dois mettre le frisbee dans un espace, faire des passes rapides, lentes, il y a des défenseurs un peu partout, donc tout ça, comme dans tous les sports où tu as un projectile, pas un projectile, mais un objet, en tout cas un ballon ou autre chose, tu dois avoir cette vision dans l'espace et arriver à prendre rapidement une décision parce que, pour amener encore un peu de précision sur les règles, tu as 10 secondes pour faire une passe. Une fois que tu as rattrapé le frisbee, si tu as un défenseur sur toi qui se met à compter, alors lui il va compter à voix haute, il va compter jusqu'à 10 et à 10 tu dois avoir lâché le frisbee, sinon la possession change, quoi. Ok. Voilà. Donc tu dois avoir, donc déjà les autres doivent se démarquer très très vite pour pouvoir donner de l'espace. J'imagine qu'il y a un marquage individuel. Ouais, il y a plusieurs types de zones de défense, pardon. Tu vas avoir la défense individuelle, où là, toi en tant que défenseur, tu vas devoir suivre l'attaquant comme ton ombre. Tu veux pas qu'il ait le frisbee, donc en général, tu es souvent entre lui et le frisbee. Il y a tout un tas de forces, en fait, des stratégies qu'on appelle des forces. Quand il y a le vent qui pousse d'un côté, tu vas te dire qu'on va forcer d'où vient le vent ou vers où le vent va pour gêner l'équipe, les plaquer contre la ligne et après avoir qu'un cône de passe à défendre, tu vois. Donc ça, c'est la défense individuelle. Et ensuite, tu as la défense de zone où là, en fait, tu es un peu plus proche de certaines défenses du foot, tu vois, où tu vas rester vraiment en place. Tu vas forcer l'équipe à faire des passes, à redoubler des passes parce qu'à chaque fois que tu fais une passe, tu as un pourcentage de chance que le frisbee tombe. Donc plus l'équipe d'en face redouble les passes, plus tu as de chance aussi de faire tomber le frisbee et de le récupérer. Et les zones peuvent être mises aussi quand il y a de la pluie, quand il y a du vent, parce que dans ces conditions-là, c'est plus difficile de faire des passes et de récupérer le frisbee, quoi. Voilà. Ok, tu fais quoi toi pour te préparer à quoi ça ressemble une semaine type d'entraînement, de prépa? Alors évidemment hors proche compétition, mais une semaine type, tu vas t'entraîner combien de fois, combien d'heures, type d'entraînement? Est-ce que c'est plus physique, de la tactique? Est-ce qu'on mélange un peu les deux comme dans les sports co? À quoi ça ressemble? Alors, sur un milieu de saison assez classique pour maintenir un niveau correct et pouvoir associer le côté équipe nationale et équipe de club. Parce que, comme je disais, je joue aussi dans un club qui est à Annecy. Une semaine type, ça va être 2 séances de renfo par semaine. Donc on entend par renfo classique, un peu de PPG. Alors soit à la salle, alors moi fut un temps j'y suis allé, maintenant j'ai trouvé un autre moyen de me préparer, on pourra échanger peut-être après là-dessus. Donc 2 séances de PPG dans lesquelles tu cales du gainage, du renfo des épaules, des jambes, tu fais du tabata, des hits, enfin voilà. Une séance de cardio. Ça, c'est ma séance type où tu fais du 30-30, du 15-15. C'est des efforts assez courts, répétés. Donc, je ne suis pas sur des fractionnés longs, tu vois, comme tu peux avoir sur des prépas de trail ou quoi, où tu vas t'enchaîner des fractionnés en 2 minutes ou même plus, quoi. Donc, fractionnés courts, 15-15, 30-30, 45-45 maximum. Enfin, moi, c'est ma prépa. Et du sprint, voilà, d'explosivité. Du sprint, donc là, tu vois, on est déjà à 4 séances dans la semaine. Ensuite, tu as les entraînements avec le frisbee. Donc là, un entraînement de club. Et en général, s'il y a un match le week-end ou quoi, voilà, ça nous fait 6 séances dans la semaine.
Et après, tu rajoutes à ça toute la partie que moi j'aime bien caler le soir. Donc, les séances, j'aime bien les caler le midi, parce que j'ai la capacité avec mon boulot de pouvoir m'entraîner le midi, me libérer 2 heures, faire 1 heure de sport, manger, doucher et repartir au boulot. Et après, le soir, c'est récup, donc c'est automassage, étirement et du repos, quoi. Parce que on a un rythme de sportif de haut niveau, en tout cas, on tend à vouloir l'avoir. Néanmoins, on n'est pas payé, on n'a pas de rémunération, donc on doit bosser à côté, et donc il faut arriver à conjuguer ça, et c'est parfois un réglage assez fin, quoi. Voilà. Ça, on en parlera après, justement, ça c'est m'intéresse aussi. Est-ce que tu fais. Parce que moi, je vois, là, on voit pas forcément très bien la caméra, mais je vois quand tu es arrivé, j'étais un petit peu surpris parce que je t'avais vu que en photo, en vidéo. Et après, tu es un athlète de haut niveau, donc je trouve très athlétique. Et là, ce que tu me dis en prépa, c'est que tu es plus sur plus de l'endurance musculaire, quelque chose de plus de la résistance. Est-ce que tu fais aussi un peu de force avec du travail lourd pour travailler ton explosivité ou quoi? Ou c'est quelque chose qui est pas quelque chose qu'il y a dans votre prépa? Ou est-ce que d'autres le font et que toi, c'est pas un truc qui te parle trop? En fait, ma morphologie fait que je suis déjà assez musculeux, tu vois, par rapport à d'autres. J'ai pas le profil type Ultimate. Voilà. Okay. Déjà, pour répondre à une question potentielle qui viendra après, j'ai pas le profil type. C'est-à-dire que, de mon point de vue, et on a parfois des débats là-dessus, donc tout le monde sera pas d'accord avec ça, mais de mon point de vue, le profil type, c'est peut-être un peu plus grand que moi, et encore pas trop, mais entre 1,85 et 1,90 et peut-être 5 kilos de moins, tu vois. Donc un peu plus fin, toujours athlétique, et tu vois, les meilleurs joueurs qu'on a en France sont des gars qui sont quand même un peu plus fins, tu vois, qui ont capacité à tenir en endurance du coup un peu plus longtemps, parce que moi je vais être plus puissant, tu vois, je vais arriver à envoyer des sprints un peu plus puissants, un peu plus rapidement, je vais arriver à me démarquer facilement, je vais gagner des duels en l'air parce que je prends un peu plus de place en l'air, tu vois. Néanmoins, on retrouve quand même différents types de profils. On a dans notre équipe de France toute taille confondue et toute corpulence confondue. Néanmoins, voilà, chaque joueur de l'équipe, en fonction de ses prédispositions, de son profil, va préférer axer sa prépa plus sur tel ou tel sujet, quoi, enfin, sur tel ou tel domaine. Moi, je sais que je sais que j'ai besoin de plus de cardio. Tu vois, je suis un peu corpulent, je pèse presque 90 kg pour 1m85. Donc, je dois mettre du cardio, je dois faire du fractionné, des changements de direction et répéter ça pour pouvoir les enchaîner sur le terrain. Et après, j'envoie un peu de sprint et un peu de renfort musculaire. Alors, je porte pas très lourd. Tu vois, j'ai essayé ça une saison, mais ça m'a usé. Et je pense que j'ai fait presque un burn-out d'entraînement, quoi. Tu vois, je m'étais inscrit dans une salle. J'avais un programme à suivre, si tu veux, et à chaque séance, je me disais, ok, j'ai fait la séance qui m'était donnée de faire. Néanmoins, j'en avais pas eu assez, tu vois. Je me dis, bon, tu vois, je peux peut-être aller lever une barre de plus ou faire ci, donc charger un peu plus. Et puis, tu as cette course, en fait, quand t'es pas suivi individuellement, tu as cette course à aller parfois un peu challenger, aller chercher un peu plus lourd ou quoi. Et je me suis fatigué nerveusement, et ce qui fait que je suis arrivé un mois vers la compète en me disant, mais là, j'ai les batteries vides. J'ai besoin de faire un stop et de revenir à des choses essentielles. Donc là, je suis revenu à du Tabata, du poids du corps, et je m'y suis retrouvé vraiment mieux. Et c'est comme ça que je me prépare maintenant, quoi. Ouais, tu as réussi à trouver un peu la méthode qui te convient. Après, tu sais, il y a plein de différents sports où on a des visions un peu différentes. Il y a des sports où on va, enfin, c'est même pas des sports, c'est des entraîneurs, des coachs, des athlètes qui vont dire, moi, je suis très bon, je vais capitaliser sur mes forces, et puis mes faiblesses, faire comme je peux. Ou à l'inverse, justement, je suis bon et un peu comme toi, je suis bon déjà dans ce domaine-là. Par contre, je pêche à cet endroit-là, et donc je vais plus bosser sur ça. Toi, c'est plus ce profil-là. Après, forcément, quand on a un sport comme l'Ultimate, où tu as quand même, comme tu disais tout à l'heure, dans les qualités physiques à développer, où tu fais beaucoup d'allers-retours, tu es quand même très complet, comme tu disais, tu n'as pas trop le choix d'être complet, en fait. Et j'imagine que vous l'êtes tous quand tu es en équipe de France, quand tu dois postuler pour être un des meilleurs, forcément tu dois le développer. Et toi, la qualité physique que tu dirais qui te manque, ou qui te manquait en tout cas, ça va être plutôt tenir sur le match, les efforts répétés, et c'est là où peut-être que tu arrivais cramé un peu avant la fin. Clairement. Et ça, tu as des partenaires qui sont vraiment bons là-dessus, qui arrivent à tenir et qui par contre sont peut-être moins bons sur tes capacités de force physique.
Et c'est en ça que l'équipe elle est forte, elle est complète, parce que on a des mecs qui sont parfois plus grands, plus fins, qui vont, ou même, enfin même pas forcément plus grands, mais qui sont beaucoup plus endurants, beaucoup plus secs, ouais, carrément plus secs en fait, qui vont arriver à enchaîner des points qui vont durer longtemps. Je te disais tout à l'heure, si tu as un peu de vent, ou bien que tu as beaucoup de ce qu'on appelle de turn, donc de changement de possession, bah, si le point dure, moi je sais qu'à un moment donné, le capot il s'ouvre, quoi. Tu vois, je vais avoir les mains sur les genoux. Et vous jouez sur ça vous arrivez à jouer pendant en termes de tactique où en fait c'est celui qui va se démarquer parce que peut-être que le gars qui va être plus endurant va faire plus d'appels, va venir ou alors c'est vraiment en fonction de la stratégie qui est faite. Ou est-ce que vous jouez, c'est qu'en fait c'est que ce gars-là il est beaucoup plus endurant, donc on va aller essayer d'aller le chercher un peu plus plutôt qu'un peu moins toi tu vas être plus dans les duels. Est-ce que ça vous arrivez à ça on joue carrément sur ça. C'est-à-dire que, comme je disais, l'Ultimate c'est une petite communauté, en tout cas en Europe. Et tu vois, les équipes nationales, on est obligé de faire des oppositions régulières entre nous pour se tester, pour progresser. Et on connaît les joueurs adverses et on sait lesquels font le jeu, on sait lesquels sont techniques, on sait lesquels sont physiques. Et donc, ben, nous, on va mettre les mecs en face dédiés à ces gars-là, et ça va être leur contrat. Et tu vas le dire, ben, ce gars-là, t'as pas envie qu'il touche le frisbee, donc tu vas le marquer de telle manière pour qu'il aille dans le jeu, en fait, qu'il aille assez loin, qu'il soit pas proche du frisbee. D'autres qui sont physiques, ben, tu vas mettre les mecs les plus physiques là-dessus. On a des mecs d'une vingtaine d'années, les gars, ils sont très agressifs en défense et à la marque. Ben, ils vont prendre ce qu'on appelle les gros match-up, quoi, les gros joueurs d'en face. Quoi. Moi, pour ma part, mon point fort, ça va être ma capacité à me démarquer facilement en puissance. Tu vois, profil explosif, quoi. Voilà, tu arrives à faire des appels contre-appels. Voilà, exactement. S'il faut débloquer une situation ou quoi, je vais peut-être arriver en puissance, arriver à passer l'épaule, et une fois que je suis passé devant, ben, le gars va avoir du mal à venir défendre, tu vois. Donc voilà. Ok. Pour en revenir un petit peu en arrière, tu viens d'où toi en termes de sport quand tu étais jeune? Est-ce que tu as touché un petit peu à tout ou est-ce que tu as eu quelque chose de très précis en termes d'entraînement? Comment s'est passé un peu ta jeunesse au niveau du sport? Alors j'ai toujours été très sportif. Je ne sais pas si c'est lié à mon contexte, au contexte dans lequel j'ai été éduqué. Tu vois, mes parents sont issus d'un milieu assez rural, tu vois, exploitation agricole, tout ça. Donc moi j'ai été élevé un peu en plein air, tu vois, comme les poulets, quoi. Donc en plein air, toujours dehors, tu vois. Donc déjà très sportif, et je suis tombé très vite dans le foot. J'ai fait. Mon père faisait du foot, et il m'a coaché quand j'étais petit jusqu'à quasiment mes 15 ans. Ensuite, après, j'ai continué encore 10 ans derrière ça. Donc, tu vois, j'ai fait 20 ans de foot avant de commencer l'Ultimate. Enfin, pas avant de commencer l'Ultimate, parce que j'ai eu une période transitoire où je faisais les deux. Tu vois, il y a une ligne de glissement. J'adore jouer au foot, vraiment. C'est un truc qui me plaît encore aujourd'hui. Tu vois, dès qu'on m'en propose un five ou quoi, un truc en salle, ou même du foot à 7 avec le boulot, j'y vais avec grand plaisir. Néanmoins, dès que j'ai connu l'Ultimate, je me suis rendu compte que je pouvais mettre encore plus de qualité que j'estimais disposer, quoi, tu vois, en jeu, notamment la vision de jeu, la technique avec les mains, tu vois, parce qu'au foot, il n'y a que les pieds et la vision de jeu. Après, il y a un peu de physique aussi, il y a carrément du physique même, tu vois, mais l'Ultimate, ben, tu as cette dimension en plus où tu restes sur un sport co, tu es auto-arbitré, je sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais la dimension fair play fait que au foot, dès que tu passes un certain âge, là je bascule, pour moi il a 16 ans, tu commences à tomber dans un rapport parfois malsain. Il y a des équipes avec lesquelles ça se passe très bien, il y a des mecs très bien qui jouent au foot, mais tu peux tomber aussi sur des gars qui peuvent décider en un claquement de doigts de te ruiner ta carrière sportive en te mettant un tacle à la cheville, chose que j'ai subie aux alentours de 22-23 ans, là où je me suis fait tacler de manière très bête et débile pour le coup, et ça m'a mis quasiment un an sur le bord des terrains, quoi, à faire de la récup, à rééduquer, et je me suis dit stop, quoi, tomber contre des gars qui peuvent te ruiner même ta vie pro, quoi, parce que t'as une fracture qui se guérit mal, ou t'as un arrachement osseux avec enfin voilà, ça peut aller loin, et l'Ultimate, si tu te fais mal, ça dépend bien souvent que de toi. Tu mets beaucoup de qualités physique, mentale, collective, fair play en œuvre, et je trouve ça vraiment incroyable, quoi. Donc, comme je te disais, j'aimais lancer le frisbee, je suis tombé là-dedans dès que j'ai connu ce sport. Donc, j'étais étudiant à Rennes, et il y avait un club avec lequel j'ai commencé.
Et une fois que j'ai fait mes premiers entraînements, j'ai plus jamais quitté, quoi. Puis c'est un vrai sport passion. Voilà. Ce qui correspond d'ailleurs, encore une fois, c'est un sport, ça reste un sport co, ça reste un sport avec un outil à déplacer dans l'espace, Ouais. avec forcément, alors c'est pas la même chose que du foot, tu dois marquer un but, mais Ouais. tu dois aller marquer dans l'embut, donc c'est un peu aussi le même système. Et puis je pense que tu as aussi ce qui est plutôt cool, tu sais, quand on est jeune, c'est là où on va être le plus plastique, on va développer le plus on va s'adapter le plus et on va apprendre le plus de choses. Et le fait que toi tu t'aies fait du foot quand tu étais jeune, ça a sûrement développé ces qualités-là que tu as pu exploiter après pour le frisbee. Tu penses que tu as réussi tu disais tout à l'heure, glisser, à prendre ce que tu as appris là et à pouvoir le retrouver dans le. En fait, tu as pris le meilleur et tu l'as mis dans le frisbee. Complètement. Ouais. Complètement. Et ça s'est vu. Alors j'ai beaucoup d'anecdotes, mais sur ma dernière année de foot, donc j'avais 22-23 ans, donc c'était un an après la grosse blessure. Là, je bossais à Toulouse, donc j'ai fait une dernière année là-bas. J'ai proposé à mon équipe de foot du moment de faire une initiation de frisbee sur la fin de l'année. Tu vois, les championnats est quasiment terminé. Tu relâches un peu la pression. Et en fait, les footeux, très rapidement, vont être très bons au frisbee. Prise d'infos, Prise d'infos. Il n'y a que le déplacement Mm. où au début, il faut s'astreindre à s'arrêter et à faire une passe. Mais très rapidement, les gars vont être bons. Alors déjà, ils ont un schéma mental qui fait que rapidement, ils arrivent à être bons, quoi. Et en fait, ouais, les gars rapidement savent lancer, rapidement savent se déplacer. Et pour le coup, ce qui était drôle, c'était que une fois qu'on a fait l'entraînement frisbee, donc les gars se sont bien débrouillés, on est repassé en foot, ben, le jeu était beaucoup plus fluide parce que les gars portaient moins le ballon. Le fait d'avoir été arrêté avec le frisbee, ben, tu peux pas aller dribbler tout le monde et aller marquer ton but, tu vois, ça marche pas, tu es obligé de jouer avec les autres. Et c'était assez propre. Donc je pense que si des footeux nous écoutent ou des coachs tenter l'ultimate ou même avec le ballon, tu vois, de le faire, passe à 10 où tu t'arrêtes quand tu as le ballon et tu dois progresser et tu n'as pas de contact, le jeu est tellement plus fluide derrière, c'est assez incroyable. Ouais. Et justement, ça c'est super intéressant parce que tu sais, on parle souvent, surtout pour les sports un peu de haut niveau, où en fait on répète. Et souvent, quand justement on arrive en fin de saison, comme tu disais au foot ou dans d'autres sports, où il n'y a plus d'enjeux, ou même un peu en hors saison, quand tu fais ta prépa physique générale, c'est là aussi où on va un peu sortir un peu du cadre pour aller chercher d'autres aspects qui vont te servir à ta pratique, mais qui ne sont pas ta pratique. Et justement, comme tu le dis, là, l'ultimate pour un footeux, ça peut être super intéressant justement pour s'obliger à développer d'autres qualités. Et puis aussi un peu le côté fun, où tu vas pouvoir développer des qualités qui vont être nécessaires pour ton sport, mais le fait de changer va continuer à entretenir une motivation. Et ça c'est souvent ce qu'oublient un peu les coachs ou les préparateurs physiques. On se dit, bah, si je passe pas du temps dans mon sport, bah, forcément, je ferais mieux de passer du temps à faire ce qui est bon pour mon sport. Et en fait, le côté mental qui est de ne pas toujours faire la même chose et d'aller chercher autre chose pour prendre du plaisir, et ben, ça peut aussi tu peux passer des paliers ou en tout cas, tu peux garder la motivation et l'attention de tes joueurs. Et je pense que c'est ça, tu as fait ça, je pense, plus par passion, de faire découvrir à tes potes ce sport-là, mais je pense que ça a eu une implication qui était tout pas mal. Je ne sais pas si à l'Ultimate, vous avez ce genre de choses aussi? Ou à l'inverse, vous faites des foot ou peut-être que d'autres choses ou alors pas du tout? Des choses que vous pouvez changer de temps en temps? Non, alors faut savoir que du coup, comme l'Ultimate c'est une petite communauté, tu vois, en France, on est, je crois, entre 6-7 000 joueurs qui ont leur licence à la FFFD, du coup, la fédération dont je partais, fédération de Flying Disc. On n'a pas beaucoup de coachs qui sont des coachs de métier. Tu vois, par exemple, moi, là, je suis à Annecy depuis 3 ans. On m'a proposé de prendre le coaching. J'avais jamais fait de coaching avant. Ben, je le fais parce que, de fait, je suis le gars qui, en termes d'expérience, alors peut-être pas en année d'Ultimate, mais en termes d'expérience, tu vois, de situation de jeu, de compétition, qui en est le plus au club. Et donc, légitimement, on m'a proposé ce poste-là. Bon, il se trouve que les coachs aussi d'avant voulaient arrêter. Mais du coup, je me retrouve coach sans être coach de métier. Donc, effectivement, on n'a peut-être pas ce réflexe aussi d'aller voir ailleurs. Alors, l'anecdote que je racontais sur le foot, c'est quelque chose. Enfin, le coach était OK avec ça, mais tu vois, c'est moi qui l'ai amené. Donc, parfois, ça peut venir aussi des joueurs, tu vois. Mais non, je sais pas trop ce qui se fait dans les autres clubs. Si les gars, les filles se disent, bah tiens, pour changer de l'entraînement, on est en fin de saison, on va faire autre chose. Je pense pas que ça se fasse honnêtement, dans le sens où
à la différence des autres sports, et je vais reprendre le foot ou le hand ou le rugby, ta saison se termine en mai-juin, en gros. Ouais. Dans tous ces sports-là, tu démarres en septembre, année scolaire, et tu termines mai-juin. Nous, en fait, la saison, elle va se dérouler pas mal au printemps. Et pour ceux qui font des compétitions internationales, ben, ça peut aller jusqu'en juillet. Après, tu vas avoir des championnats d'Europe qui vont se dérouler souvent les phases qualificatives en juillet-août et parfois en septembre les phases finales. Et là, par exemple, cette année, les championnats du monde d'Ultimate qui sont en Australie se passent en septembre, tu vois, donc dans moins d'un mois. Et donc, ben, on met le paquet pour faire notre discipline. Alors, effectivement, comme tu dis, ça peut débloquer des paliers des fois, mais je pense que ça se fera peut-être du coup plus tard. Ouais. après les compétitions. Voilà. On va parler de cette championnat du monde, ça m'intéresse beaucoup. Juste avant, est-ce qu'on arrive à terminer un peu cette phase? Ça m'intéresserait de savoir aussi pourquoi tu es allé au Canada et qu'on parle un peu de la différence qu'il y a entre les pays comme le Canada et les États-Unis sur ce sport-là par rapport à l'Europe. Est-ce que, parce que toi tu l'as découvert là-bas, ce sport-là, enfin en tout cas tu l'as commencé à vraiment le pratiquer là-bas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, alors d'une manière générale le sport dans ces pays-là par rapport à ce que tu connais en France et plus particulièrement l'Ultimate, comment ça s'est développé là, enfin comment tu le vois là-bas et comment c'est développé là-bas? Ok. Et bien du coup, j'avais 20 ans, stage de fin de DUT, donc tu vois, bac+2. J'avais un stage à faire pour valider ce DUT, et donc j'ai eu l'opportunité d'aller au Canada, au Québec. Donc je suis parti là-bas, on m'avait offert ce fameux frisbee juste avant. J'arrive là-bas dans une équipe, on faisait des prélèvements un peu partout sur des rivières du Canada. Et il y avait quelques personnes, enfin tout le monde connaît l'Ultimate Frisbee là-bas. Ça répond un peu à la deuxième partie de ta question. Au Canada, tu parles d'Ultimate Frisbee, tout le monde connaît. En France, les gens vont dire, au mieux ils te disent, bah ouais, j'ai vu des gens qui jouaient sur la plage ou qui lançaient à leur chien, quoi. Mais bon, t'en as certains maintenant, quelques jeunes qui, la génération 2000, là, on a fait au collège, parce que de plus en plus les profs vont là-dessus, pour les valeurs fair play, pas de contact et adresse et physique. Mais donc, ouais, quand je suis arrivé là-bas, tout le monde connaissait. J'ai beaucoup lancé. J'ai fait mes premiers matchs là-bas, mes premiers matchs entre guillemets où on avait des règles, tu vois, les règles ultimate, parce qu'en France, tu fais des passes sur la plage, mais tu joues pas comme tu fais avec un ballon, un match de volley, de foot, quoi. Les gens connaissent moins les règles. Là-bas, le sport est beaucoup plus développé, rien qu'à Montréal, donc, capitale, je sais pas si on dit capitale, mais du Québec, quoi, tu vois, grosse ville du Québec. Je sais pas combien il y a de clubs, mais c'est plus d'une dizaine de petits clubs, et ils ont plein de petites ligues d'automne, de printemps, d'été, et ils n'arrêtent pas. Enfin, dans tous les parcs là-bas, tu vois des gens qui jouent à l'Ultimate. Canada, États-Unis, donc c'est le sport, c'est l'endroit où est né ce sport. Ils ont des ligues professionnelles, notamment une qui s'appelle l'UFA, donc qui avant s'appelait AUDL, et ça parlera peut-être plus à ceux qui n'ont pas suivi le changement. On a quelques Français qui ont fait des séjours dans ces ligues professionnelles. Là, il y a un gars avec qui je joue en équipe de France qui est là-bas, qui s'appelle Elliot Bonnet. C'est quand même une star du frisbee français. C'est un gars qui a une vraie hygiène de vie, qui est très fort, qui est très athlétique, qui saute très haut, qui lance loin. Enfin, il est très très complet. Il joue là-bas cette année avec le club de Washington, qui est un gros club. Et ils sont en train de faire des belles choses. Et donc voilà, c'est un mec qui est parti là-bas vivre son rêve. Là-bas, ils ont des infrastructures qui sont quand même assez différentes des nôtres. Tu vois, moi, ce qui m'avait marqué quand j'étais en stage là-bas, on était proche de l'université de Montréal, et ils ont des infrastructures incroyables. Enfin, par rapport à nous, où tu vas avoir des fois un pauvre terrain de basket en bitume pour aller jouer. Là-bas, c'est des gymnases incroyables avec les pistes à l'intérieur, tout un système de récup qui est même plus fonctionnel. Les emplois du temps sont pensés pour que les gens puissent faire du sport. Tu vois. Nous, je trouve qu'en France, on a encore dans cet ancien modèle où on te met 8 heures de cours par jour, et puis le sport, c'est 2 ou 4 heures par semaine. C'est complètement secondaire, et c'est en train de changer. Tu vois. Je trouve que les JO apportent aussi cette dimension où tu vois que le sport, c'est ultra fédérateur. Tu as des gens bien qui font du sport. Il n'y a pas si longtemps, quand tu disais que tu faisais du sport, tu étais un peu costaud, que tu disais que tu faisais de la muscu, tu passais un peu pour un mec un peu en dessous, quoi, tu vois, mentalement. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça change. Tu vois, bon, des disciplines comme effectivement
le CrossFit qui a amené aussi cette démocratisation du sport en salle où tu t'envoies des grosses sessions, ben, ça participe à ça. Mais je trouve qu'on est quand même encore un peu en retrait en France par rapport à la place du sport dans notre société, dans notre cursus, dans notre éducation. On a des talents, hein, des mecs Mbappé, Riner, Léon Marchand, tu vois, qui crèvent l'écran, mais c'est des exceptions. Je trouve que ils se sont donnés, ils ont fait peut-être sport-études, mais c'est très élitiste, quoi. Tu vois, tout le monde ne peut pas se dire j'ai envie de faire plus de sport si tu n'as pas les capacités de ces gens-là, quoi. Je connais pas bien le système. Je sais qu'aux États-Unis, quand tu es un sportif à la fac Ouais. ou au collège, en fait, euh, t'es plus quelqu'un, entre guillemets, j'ai pas le mot, mais quand tu es un sportif à l'université ou au collège, alors qu'en France, comme tu disais, en fait, le sport ça sert à rien, c'est pas ça qui va te faire Non. vivre. Donc arrête tes conneries et retourne à l'école. Et pourtant, bon, on est sportifs tous les deux, donc on connaît les valeurs du sport et ce que ça peut apporter. Et c'est vrai que en tant que sportif, je suis comme toi, je trouve ça extrêmement dommage qu'on ne puisse pas avoir des infrastructures ou en tout cas une philosophie qui fait que le sport est au même niveau que les maths, que l'histoire, que ces matières-là. Euh, alors après, est-ce que c'est en train de changer? Mais toi, je suis content que tu le dises, que moi, j'ai pas l'impression. En tout cas, j'ai pas en tout cas assez d'arguments pour dire que ça va dans ce sens-là ou dans l'autre d'ailleurs. Mais tout ce que je vois, c'est que aujourd'hui, nous au CrossFit, on a de plus en plus de gens sédentaires et de gens qui font plus de sport qui arrivent. Alors c'est un peu différent parce que les sports, le CrossFit c'est un sport, mais on améliore la condition physique générale des gens, alors que les sports comme l'ultimate, le rugby, le foot, le tennis, on est sur des sports qui sont des sports aussi plaisir dans le sens jeu. Et donc il y a une différence aussi de ce côté-là. Mais en tout cas, moi, ce que je vois dans ma partie, c'est que justement, il y a de moins en moins de gens en forme qui viennent s'entraîner. Ouais. Et donc, tant mieux parce que aussi nous, ça nous permet d'avoir du travail et de changer la vie de ces gens-là. Mais en même temps, ça montre que la société, elle est en train de peut-être aussi de décliner un petit peu de ce côté-là. Donc, ça fait un peu peur. Et c'est vrai que aux États-Unis, même si on sait que c'est des pays où il y a beaucoup d'obèses, Ouais. tu as quand même une part du sport qui fait rêver. Et je pense que quand tu es allé là-bas, tu as eu tout ce que tu avais besoin. Et je pense que si tu avais eu ça en France, peut-être euh, peut-être que l'équipe de France, ce serait bien. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je suis toujours. Euh, euh, je trouve ça dingue qu'on arrive à avoir des talents comme on a avec le peu d'importance qu'on met à le sport en France. Je trouve ça incroyable Ben, de sortir des gens comme ça et c'est fou. je suis d'accord avec toi et c'est un peu enfin, le sens de ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire que là on est en plein dans le contexte JO, on ramasse beaucoup de médailles. Mm. Alors et c'est paradoxal, c'est parce que justement, ben, enfin, à un moment donné, on était devant les États-Unis au classement des médailles, tu vois. Alors que ces gens-là justement mettent Avant le l'athlé. paquet, tu vois, avant l'athlé. Voilà, je pense que l'athlé va faire un peu de mal. Mais voilà, on a des talents qui, je pense, ont un rythme de vie enfin, voilà, de sportifs de haut Ils sont niveau, comme mais toi, ils travaillent. ouais, voilà, Mm. et qui, alors, s'ils sont suivis, en tout cas pour la natation, qui ont un programme assez draconien, quoi, tu vois. Mm. Les gars, ils doivent nager matin et soir avec l'entraînement au milieu, les cours, tout ça. Enfin, il faudrait voir avec Léon Marchand, si tu arrives à l'interviewer, voir un peu ce qu'il nous raconte, tu vois, mais ouais, je pense on manque de cette énergie, de montrer ce que peut apporter le sport à des gens. Moi, concrètement, le foot, bien que ce soit du foot et que ça véhicule l'image que ça peut véhiculer parfois, euh, ça reste, en tout cas, quand on fait avant, je te dis, ce point de bascule de tes 16 ans et même après si tu joues à haut niveau, mais tu fais un sport co, tu dois être en société dans les moments durs, dans les moments incroyables. Donc, tu apprends à gérer tes émotions, tu apprends ouais, ce self-control en pas mal de situations. Et ben, quand tu arrives à la fin de tes études et que tu dois chercher un taf, parce que parfois la vie aussi Mm. réelle, elle reprend le dessus, en dehors du sport, et bien, quand tu as 23 ans et que tout le monde a le même CV, la même formation, et ben, ouais, tu as fait un sport co ou même tu as fait du sport, tu t'es confronté à des moments difficiles, à des situations où il fallait gérer tes émotions, en collectivité ou même en solo vis-à-vis d'autres concurrents, bah, c'est un gros plus, quoi. Et je trouve ça trop dommage de le reléguer au collège à faire
je sais plus si c'est 2 ou 4 heures de sport, mais moi je sais que c'était la sous-matière quoi, quand j'étais Deux au fois collège. 2 heures. Ouais. Moi, jusqu'au collège, Ouais, lycée, c'était c'est ça. 2 fois 2 C'était heures. 2 fois 2 heures, Mm. et au lycée aussi, alors que Mm. dans les pays anglo-saxons, ben voilà, ils vont bosser jusqu'à 14-15 heures, et Et après, après, c'est après parti. c'est activité, Ouais. et tu vas développer plein d'autres capacités, plein d'autres traits de ta personnalité qui sont ultra importants dans la vie en société, et notamment aujourd'hui où on est de plus en plus nombreux dans les villes ou quoi, tout ça, avec les réseaux, l'interconnexion, elle n'a jamais été aussi forte. Et à la fois, ben, tu dis, il y a des gens qui sont de plus en plus sédentaires, et tu as des phénomènes de solitude qui sont démultipliés, quoi. Il y a deux, moi je trouve qu'il y a deux, au-delà des qualités physiques et de ton corps qui devient en meilleure santé, Ouais. etc., il y a deux points qu'on arrive à développer qui sont dans les sports co et au CrossFit aussi, parce que je dis toujours que c'est un sport individuel avec Mhm. un esprit de sport collectif. En fait, tu as vraiment deux points principaux. C'est la confiance en soi. Ouais. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est pas à l'école que tu vas le développer, Non. surtout avec leur système de notes. Je dis pas que c'est bon ou que c'est pas bon, mais en tout cas, quand tu vas accomplir une tâche que tu pensais pas être capable en sport et que tu vois que physiquement tu arrives à le faire, on a des gens que c'est incroyable parce que comment ça les transforme de réussir à faire juste une séance d'entraînement et d'être capable de se dépasser, d'avoir le cœur qui est monté. Donc déjà, tu as une amélioration de la confiance qui est incroyable et Mm. donc tu peux la transférer après dans d'autres choses, dans ton Ouais. travail, dans la vie de tous les jours. Et la deuxième chose, comme tu disais, c'est le côté social, où tu vas rencontrer des gens, il n'y a pas les portables, tu n'as pas de mur entre, tu n'as pas le côté homme-femme, où tu peux avoir une distance de temps en temps. Voilà, on est tous ensemble, on souffre ensemble, on s'encourage, on se félicite, tu n'as plus de catégorie sociale, et ça, mine de rien, c'est quand même des valeurs qui sont fondamentales pour pouvoir évoluer dans la vie. Alors je veux bien que l'école, ça soit important aussi, évidemment, on ne va pas dire le contraire, mais c'est vrai que c'est vraiment dommage qu'en France, on n'ait pas le même niveau d'importance que peut avoir que ce qu'on fait à l'école. Mais j'aimerais revenir sur un point que tu viens de soulever, c'est la partie mentale. Euh, euh, je pense que ton sport, il va demander énormément de concentration, notamment parce que tu as un outil qui est très particulier. Tu dois avoir une capacité d'adaptation extrêmement rapide sur le terrain, prendre des décisions très rapidement et en même temps avoir une capacité physique ça se fatigue au fur et à mesure du temps et donc tu dois être capable de réagir très vite encore une fois à la fin de l'entraînement, enfin à la fin du match. Comment toi tu te vois mentalement? Toi, qu'est-ce que c'est une qualité que tu as? Est-ce que c'est un défaut sur lequel tu dois travailler ou que tu avais peut-être à un moment? Et comment tu fais pour bosser ça dans ton sport? Et l'importance aussi, est-ce que c'est quelque chose de très important ou c'est peut-être un peu mineur? Bah, Qu'est-ce que disons t'en penses? que effectivement, plus tu vas monter en niveau, plus chaque partie de ce que tu dois bosser va devenir importante. Si tu vas aller chercher les derniers pourcentages de progression, le physique à un moment donné, tu vas plafonner, et puis tu vas avoir quand même une grosse partie de ta performance qui va être liée au mental. Euh, alors, d'un point de vue sport individuel, effectivement, là tu vas aller chercher à te dépasser ou quoi. Tu vas pouvoir gérer tes émotions d'une certaine manière, mais en sport co et notamment à l'Ultimate, alors notre équipe de France, c'est 7 joueurs qui jouent sur le terrain, et c'est 24 joueurs au total, donc le reste de l'équipe qui sont sur le bord du terrain et qui te donnent des indications, tout ça. C'est un sport où tu fonctionnes. Enfin, c'est un peu un système c'est des possessions, donc tu vas avoir potentiellement une perte de possession et prendre un point alors que c'était à toi de marquer, tu vois. Par exemple, quand nous on va rentrer sur le terrain, en équipe de France, moi je suis en ligne d'attaque. On a une ligne d'attaque et deux lignes de défense, c'est notre stratégie. En ligne d'attaque, notre taf, c'est de marquer un point, c'est rendre la marchandise, se dire, ok, la défense, on a fait le taf, on a marqué notre point. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à monter le frisbee de notre ligne, enfin de là où est tombé le frisbee à l'engagement, jusqu'à la zone adverse sans le faire tomber. Si on le fait tomber ou que l'équipe intercepte, Ça change. ils peuvent marquer le point, ils nous Mm. break, et donc les écarts dans le frisbee se font comme ça. En gros, tu vas gagner un match si ton équipe d'offense, d'attaque marque ses points, et si ton équipe de défense fait des défenses, quoi, tu vois. Donc mentalement, euh, jusqu'à maintenant, j'étais plus souvent en ligne de défense. Peut-être que le côté physique explosif, j'arrivais à intercepter un peu plus de frisbee, j'arrivais à passer devant les gars et à couper des trajectoires. Là, cette année et l'an dernier, je suis passé en équipe en ligne d'attaque. Et donc là, mentalement, le poids est vraiment important parce que ben, avant le point, tu dois faire en sorte que tout ce qu'il y a sur le bord, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses, t'impacte le moins possible.
C'est un truc pourquoi, enfin, c'est une raison pour laquelle j'aime pas que des gens hors de l'Ultimate, hors de l'équipe, ma famille, mes potes viennent me voir jouer. Parce que ça m'ajoute un truc à penser, de me dire, bah, ils sont là, qu'est-ce qu'ils vont penser, ou est-ce qu'ils sont au courant de l'heure du début du match, et c'est tout bête, hein, tu vois, mais c'est des trucs qui vont t'impliquer un peu, enfin, te prendre un peu d'énergie mentale. Bien sûr. Euh, c'est ultra important, parce que il faut que, une fois que tu as le frisbee dans les mains, tu fasses le bon choix, tu fasses la bonne passe au bon moment, comme tu dis, c'est beaucoup de capacité d'adaptation. Et surtout, c'est de la gestion des erreurs. Si tu as chopé 2 fois le frisbee et 2 fois tu as fait une passe soit loupée, soit le mec a défendu, bah après, que la prochaine passe que tu reçois, ben, tu vas sûrement jouer différemment que si tu n'avais pas fait les erreurs d'avant. Tu vois. Donc la gestion de l'erreur, elle est ultra importante. La gestion d'équipe aussi, parce que je ne sais pas si on l'a dit, mais donc, j'ai eu la chance d'être nommé capitaine, tu vois, de cette équipe de France, en tout cas cette année et l'an dernier également. Euh, bah, tu as ce devoir aussi d'exemplarité, de bien te comporter, de redynamiser les troupes. Donc tu as ton volet mental perso, mais tu as aussi le volet mental global de l'équipe. Savoir trouver les bons mots au bon moment pour remobiliser, pour dire, bon les gars, on a un petit moment de down, là, on va essayer d'aller chercher avec des choses simples quoi, pour se remobiliser. Euh, donc ouais, non, c'est ultra important. Moi, d'un point de vue mental, donc il y a une préparation avec beaucoup de visualisation mentale. Bon, ça a été démontré par de multiples études, de multiples sportifs, euh, qui te disent que si tu arrives à visualiser mentalement les actions que tu veux faire, le soir, avant de dormir, quand tu te relaxes, limite un peu de sophrologie, quoi, tu vois, Mhm. pour te relaxer et tout ça, ben, ton cerveau va enregistrer le mouvement et puis le jour J, ben, tu vas gagner le dixième de seconde ou le centième qui va faire la diff. Donc moi je fais pas mal ça et on a un prépa mental qui nous suit dans l'équipe et qui m'a lui beaucoup aidé à développer une routine avant chaque point. Tu vois, j'ai ma routine qui dure 5-10 secondes avec des respirations. Je me claque un peu les cuisses avec le côté un peu douleur pour sécréter un peu d'endorphine, des hormones qui vont te faire. Ouais, enfin, en tout cas, c'est ma routine qui me fait rester dans le moment présent et me dire, bah, allez, feu, là c'est parti, le taf c'est ça, je reste dans mon moment. Quoi. Voilà. Au top. Tu as parlé d'un point, je pense, qui est primordial et qui on entend souvent parler avec les sportifs de haut niveau, notamment, j'ai un exemple avec le basket que je te donnerai après, peut-être que tu connais, où tu parlais de la gestion de l'erreur, où bah, en fait, tu vas à un moment soit faire le mauvais geste, soit prendre la mauvaise décision. Ouais. Euh, comment comment tu gères cette erreur-là quand ça arrive? Parce qu'on fait forcément une passe au foot, un geste au basket, un shoot au basket qu'on loupe. Et je dirais que, comme tu disais, c'est encore plus important parce que c'est un peu comme au basket ou au handball. En fait, quand tu as la possession, tu as presque 90% de chances de Ouais. marquer. Et si tu loupes, ou comme au tennis, Ouais. quand c'est toi qui as le service, Tu te fais breaker. bah en fait, tu te fais breaker. Et là, c'est la merde. Et donc, tu es censé, toi, gagner le point quand tu as la possession. Et si tu loupes, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Pour toi, en tout cas, personnellement, comment ça se passe? Bah, déjà, dans ma réaction, avant, j'avais tendance à extérioriser un peu. Je gueulais un bon truc, Hmm. voilà, tu vois, j'arrivais à Bonne grosse extérioriser. insulte. Ouais. Euh, alors, je sais pas si c'est le statut de capitaine ou quoi qui m'a fait évoluer, mais je me canalise un peu maintenant pour essayer de moins le montrer, parce que je pense que Ça impacte le ça reste. impacte, Mm. ça t'impacte toi. Alors, enfin, je sais pas si ça m'aidait d'extérioriser, mais en tout cas, ça va m'impacter. Moi, si j'extériorise, bon ou mauvais, mais ça va impacter les autres aussi. Mm. Et ça va aussi impacter positivement l'équipe adverse qui se dit, bah, les mecs, ils commencent à craquer, tu vois. Donc, tu vas les conforter dans leur momentum un peu positif, tu vois. Donc, je trouve que ça, c'est important. Il y en a qui n'y arrivent pas. Ils extériorisent, ok. Mm. Mais moi, mon truc, j'en ai pas vraiment, si ce n'est de me dire, euh, d'essayer de remonter le niveau de concentration, tu vois, sur le point d'après, de me claquer un peu plus fort les cuisses, d'essayer de retourner dans le moment. J'ai pas une routine dédiée pour la gestion des erreurs, si ce n'est de repartir sur des bons choix, de me dire, tu vois, il faut que je coche les cases. Prochaine fois que j'ai le frisbee, je fais des choix simples, des choses sûres, je prends pas de risques, tu vois, c'est juste ces trucs-là. Après, il y a sûrement plein de mécanismes que j'arrive pas à expliquer qui se mettent en Bien route sûr. parce que des fois, tu as fait une erreur et puis tu vas lâcher une passe incroyable de 70 mètres derrière qui va faire gagner ton équipe parce que le moment s'y prête, la situation. Mais Et qui va te remettre dans la confiance qui aussi va te remettre derrière. dans la confiance Mm. parce que l'erreur te fait jouer différemment derrière, forcément. Comme je te disais tout à l'heure, tu fais
2 mauvaises passes d'affilée, ben, les passes que tu vas faire derrière, tu vas peut-être un peu trembler des mains, tu vas la retenir un peu, donc faut arriver à relâcher et à dire ok, je fais des bons choix, je fais mon truc, je suis sûr de moi, tu vois, la confiance en soi, repenser au moment présent, essayer de laisser l'erreur derrière nous, tu vois, et de se dire, ben, oh, ok, j'ai fait tout ça, je sais lancer un frisbee, et voilà, en espérant que ça passe, quoi. Mais c'est exactement ça, tu vois, l'anecdote que je voulais te parler, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, c'est Tony Parker qui parle de sa façon justement d'extérioriser quand il loupait des paniers. Ouais. Et en fait, il disait que quand il loupait un shoot, tout de suite, ça le mettait dedans. C'est-à-dire qu'il pensait, putain, merde, la prochaine fois, comment je vais faire? Faut pas que je me mette là. Non, là, j'ai fait de la merde. Et il prenait plus de risques. Alors qu'au basket, tu es très rapide, il faut que tu y ailles. Surtout un meneur comme lui. Et en fait, un jour, il s'est confronté à Kobe Bryant, que tout le monde connaît. Et il lui explique, mais comment tu fais pour. Parce que Kobe Bryant, ils ont à peu près 50% de résultats au shoot. Ok. Et donc, Kobe Bryant, un tir sur deux, il le loupe. Sauf qu'à chaque fois qu'il en loupe un, il repartait derrière. Et il lançait, il lançait. Et un jour, il demande à Kobe Bryant comment il arrive à faire ça. Et il lui dit, bah, je delete. Et en anglais, donc c'est je supprime. Ouais. En fait, je fais mon shoot. Si je le loupe, je le supprime dans ma tête. Et donc là, je repars avec la même intention sur le shoot suivant. Et donc, ça me permet d'oublier l'erreur que je viens de faire et de pas qu'elle ait beaucoup moins d'impact sur moi. Alors après, Tony Parker, il disait que c'était le moment de sa carrière où ça avait switché pour lui, où justement, il avait entendu ça. Alors évidemment, c'est pas parce que du jour au lendemain, tu dis bah, je supprime et bah, que tu y arrives, mais en tout cas de l'avoir en tête, ça te permet de. En tout cas, ça lui permettait d'arriver à shooter et puis tout de suite après, bah, d'enlever cette erreur-là, cette erreur qu'il avait faite pour après tout de suite reprendre le risque et pouvoir refaire la même chose. Et c'est ce que tu disais à l'instant, c'est que bah, tu fais une erreur, il ne faut surtout pas que c'est d'impact sur la suite, sauf évidemment si tu as un mauvais choix stratégique et que tu as fait une bêtise parce que tu t'es rendu compte de quelque chose. Mais ça, c'est super intéressant comme façon de voir, je pense. C'est super intéressant et je pense que c'est le plus dur, c'est le travail le plus dur, enfin c'est le travail mental le plus dur que tu puisses faire. De ne pas être impacté. Ouais. Pas être impacté, la gestion de l'erreur, c'est ce qui revient systématiquement dans toutes les prépas mentales que j'ai faites, que ce soit en 2019, 2021, 22, 23 et cette année, à chaque fois c'est ça qui revient et c'est ce qui nous impacte le plus en tant qu'équipe. Quand un gars fait une erreur et que derrière il est plus en confiance et qu'il les multiplie, bah c'est dur quoi, parce que ce gars-là, il faut aller le chercher, il faut aller le remettre en confiance, parce que ce mec-là, on sait qu'il est fort, tu vois. On sait que c'est un mec, enfin tous les 24 joueurs qui sont dans cette équipe-là, ils ont tous un point fort. En tout cas, ils ont tous les compétences suffisantes pour être là. Et ouais, quand tu as un mec qui est down et que tu dois aller chercher, tu vois, c'est dur et c'est le travail mental le plus dur que tu puisses faire, quoi, de gérer ton erreur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience en équipe de France et comment peut-être ça s'est passé aussi la transition du niveau que tu devais avoir avant à justement être recruté ou sélectionné pour cette équipe de France et je sais qu'il y a toujours une différence entre quand tu es en club et quand tu es en équipe de France, quel que soit le sport, où tu vas avoir une prise en charge qui va être différente, tu vas être aussi avec les meilleurs, peut-être la concurrence aussi en équipe de France. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience en équipe de France pour toi? Je vais commencer par la première expérience que j'ai eue, finalement, parce que ça a été une des plus marquantes, dans le sens où ma première sélection, elle date de 2018. Donc, il faut savoir que les sélections en équipe de France, l'Ultimate, c'est des cycles de 3 ans. Ok. Tu as 1 an de sélection, en gros. Tu as 1 an de championnat de préparation au championnat d'Europe, et 1 an de préparation au championnat du monde. Parce que les championnats d'Europe et du monde sont tous les 4 ans. Donc, tu vois, tu as une année où il ne se passe rien, une année de sélection, et après Europe et monde qui s'enchaînent. Ok, d'accord. Donc 2018, première sélection. J'y vais en mode, pas touriste, mais tu vois, je ne suis pas préparé. J'y vais en me disant, j'ai des qualités, je cours vite, je saute haut, je suis capable de lancer des coups droits à 70 mètres, et à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui savaient le faire. Enfin, qui ont cette capacité-là aussi, je me dis, ça peut le faire. Je connais pas trop les sélectionneurs. Je connais quelques gars qui y sont et quelques filles parce que c'était équipe mixte, tu vois. Et cette équipe-là, je me disais, putain, j'ai vraiment envie d'être dedans parce qu'elle me fait rêver. Je postule et puis ça dure 1 an et je passe les étapes petit à petit. Et puis plus je passe les étapes et plus je m'entraîne et plus je me dis, mais en fait, ça peut le faire. Et je me mets à en rêver. Mais vraiment, littéralement, toutes les nuits, je rêvais de ce truc-là, de me dire, putain, mais je vais peut-être pouvoir le faire, tu vois. Et plus ça va, plus le nombre de joueurs réduisait. Parce qu'en fait, au départ, tu es un groupe de 40.
Et après 35, 30, 25 et puis 24 à la fin. Donc j'ai été sélectionné, ça a été incroyable. Et donc là, je me suis préparé vraiment fort. On a fait des vrais bons résultats. On gagne le plus gros tournoi d'Europe, là, le fameux Windmill qui se passe à Amsterdam, où tu as les 80 équipes là à peu près. On gagne ce tournoi-là, on fait deuxième au championnat d'Europe, donc médaille d'argent en Hongrie en 2019. Après, il y a Covid, donc là, gros temps mort, gros sillage de jambes, parce que ça devait être l'année des championnats du monde. Et après, il faut se remobiliser. Il y a cette fameuse année des World Games. Donc, comme je te disais, en off, l'Ultimate Frisbee est reconnu par le CIO, mais c'est pas encore au JO. Ouais. On est dans l'antichambre des JO qui s'appelle les World Games. Donc, on a eu la chance d'y participer en 2022. Donc, moi, j'étais dans la liste finale, mais dans les 3 remplaçants, j'étais pas dans les 7 titulaires. Et donc, à partir de là, après, je me suis dit, j'ai fait ce que j'avais à faire en mixte. Tu vois, j'ai kiffé, j'ai beaucoup aimé, j'ai vécu vraiment des bons trucs. Et après, équipe de France masculine, où là, c'est pas le même jeu, tu vois. Il y a forcément un peu plus de testo, tu vois. Ça montre un peu les muscles, il y a plus de contact sur le terrain, même si l'interdit, des fois, il est un peu autorisé. Enfin, en gros, comme c'est auto-arbitré, tu vas voir avec ton match-up quel niveau d'intensité tu mets, tu vois. Donc, des fois, tu peux aller un peu au contact et ça passe. Et après, niveau relationnel dans l'équipe, il y a un peu de concurrence forcément pendant les stages de sélection parce que c'est en général 4 ou 5 stages qui s'enchaînent avant que la liste finale sorte. Mais il y a une vraie cohésion parce que c'est encore une fois une toute petite communauté. Tous les joueurs sont rassemblés au même endroit pour les stages de sélection. Et c'est des week-ends en général où tu arrives le vendredi soir. Tout le samedi, tu taffes, tu as des fois quelques tests physiques, et puis en fait, tu fais beaucoup de jeux, du jeu. Les mecs qui font les meilleurs stages sont sélectionnés, et puis voilà quoi. Et justement, alors, donc ça, c'est comment arriver, donc justement, comment toi, tu es arrivé en équipe de France. Et, euh, et donc aujourd'hui, ce qui fait que tu as vécu les championnats d'Europe, Ouais. et que là, on est reparti donc, sur un nouveau cycle, si je calcule bien. Ouais. Et donc là, tu as les championnats du monde qui arrivent ou Ouais. Europe d'abord? Alors, on a fait les Ça a championnats décalé d'Europe l'an dernier, avec D'accord. la même équipe de France. Enfin, c'est pas tout à fait la même, parce que des gars qui, justement, ne pouvaient pas se payer le voyage en Australie, Ouais. ou n'avaient pas de temps, ou avaient d'autres projets, ont tout simplement arrêté, tu vois. Ou bien n'ont pas été resélectionnés aussi, parce qu'il y a eu des nouvelles sélections partielles entre l'an dernier et cette année. L'an dernier, en Europe, donc c'était en Irlande, on fait 5e, tu vois, en masculin, enfin en open, pardon. Et là, on part en Australie, c'est un gros projet. C'est le projet aussi d'une vie pour certains joueurs qui, peut-être que ça sera leur seule sélection, peut-être que ça va lancer leur carrière aussi en équipe de France, mais c'est un gros projet. Là, on va jouer les plus grosses équipes mondiales, forcément, avec des grands favoris qui sont les États-Unis, Canada, Australie. Les équipes européennes commencent à monter aussi, notamment Belgique, Angleterre, Allemagne, Italie. Là, c'est un peu le top 4. Nous, on est juste derrière dans le top 5. En année, on fait 5e. Donc objectif, quoi, top 10? Je pense qu'aller chercher un top 8, ça serait top. Aller jouer un quart de finale au championnat du monde, ça serait incroyable. Surtout que, voilà, quand des équipes où tu vas jouer quasiment des pros, quoi. Tu vois, Ouais. on est un peu les petits poussés. On n'est pas les seuls, tu vois, des petits poussés. Donc on aura toujours des équipes avec lesquelles on aura des matchs accrochés. Mais c'est sûr que si tu chopes un match de barrage contre les États-Unis, ça va être compliqué, quoi. Parce que les mecs, c'est leur vie, quoi. Tu vois. Ouais, j'allais justement te demander qu'est-ce qui ferait la différence entre justement une victoire et une défaite sur un top. Alors, on va peut-être parler des États-Unis et du Canada qui sont Ouais. peut-être top, qui sont numéro 1, numéro 2, Ouais. peut-être avec l'Australie numéro 3. Mais justement, avec ces gens, c'est les 5 en Europe à qui vous allez batailler. Qu'est-ce qui va faire, tu penses, la différence maintenant que tu connais bien et que vous êtes là, tu me dis, à un mois de. On est à moins d'un mois. Il y a 2 semaines, on les a joués à Londres. Non, pardon, à Bruxelles. Londres, c'était encore un mois avant. On les a joués en match de prépa. On a fait une espèce de tournoi pardon, Européen. d'élite, tu vois, Ouais. européenne, où on a pris les 6 nations un peu costaudes en Europe. C'est serré, il y a toujours un petit cran d'écart avec Belgique, Angleterre qui sont au-dessus, et parce que l'équipe est plus vieille aussi, tu vois. Enfin, c'est des gars qui se connaissent beaucoup mieux, qui jouent en club ensemble. Nous, on est un peu plus dispatchés. On a une sélection qui est assez jeune dans le sens où on a des joueurs pour lesquels c'est leur première sélection. Euh, donc, je
pense que ça va se faire un peu au courage, à la fierté, tu vois, de se dire, les gars, on est là pour kiffer, on est là pour prendre du plaisir, pour jouer avant tout le sport qu'on aime jouer notre passion en Australie, au pays aussi du frisbee, tu vois, enfin, grosse nation de frisbee. Donc ça va jouer avec le cœur, quoi, tu vois, le mental et d'aller chercher des défenses. On a battu en match de préparation l'équipe Canada Master, donc c'est les plus de 33 ans canadiens, mais c'est d'anciennes stars. On les a battus sur un match de prépa à Londres, et là on a vu qu'on était capable d'avoir cette... ouais, ça prenait, quoi, tu vois, qu'on était capable d'aller chercher une grosse émulsion, une grosse émulation collective pour aller chercher des gros résultats, quoi, tu vois. On est quand même en France, les Français bien connus pour, à l'instar de ne pas avoir les structures qu'il faut, on a quand même un cœur, entre guillemets, qui est bien connu en France, notamment avec le rugby, même le basket, même le tennis, et le foot, on est quand même souvent les outsiders et on arrive souvent à faire le dessus. Alors j'espère que ça sera le cas pour vous aussi. Et ça, justement, dans la position où vous êtes, qui est forcément... Alors je ne dis pas que la position quand on est devant est plus facile, mais comment vous gérez cette situation d'être dans les 8, dans les 10 et de dire que ça va être extrêmement compliqué d'aller chercher un podium, par exemple, champion du monde. Comment ça se passe ça, dans l'équipe, surtout pour un capitaine? Moi j'ai tendance à dire aux gars qu'on est dans la meilleure position possible. Quand tu es challenger, c'est pas toi qui as la pression. T'as Tu rien vois, à perdre. t'as rien à perdre, c'est les mecs en face qui l'ont. En tournoi de prépa, voilà, on a réussi à battre l'équipe d'Allemagne, on est allé chercher des matchs contre le Canada Master, tu vois, c'est des gars, ils sont arrivés là sans pression. Alors que, enfin non, nous on est arrivés sans pression, eux ils sont arrivés là en se disant, bon cette équipe-là, il faut qu'on la gagne, tu vois, donc tu as déjà ce petit côté, on doit les gagner, parce qu'on est légitimement au-dessus. Donc moi j'ai tendance à dire aux gars, kiffez, prenez du plaisir, donnons tout ce qu'on peut sur le terrain et en dehors, parce qu'il faut savoir que tous les joueurs, on n'est pas sur un banc comme au foot, bien assis dans des sièges baquets, tu vois. On est tous au bord du terrain et on donne des indications, on donne de la voix à nos gars qui sont sur le terrain pour, notamment quand ils sont en défense, tu sais, toujours maintenir le niveau de concentration au taquet, leur dire ton gars il part devant, il part derrière, à gauche, à droite, tu vois, on parle énormément, on a un système de binôme, voire de trinôme, tu vois, comme on est 3 lignes différentes, avec toujours quelqu'un qui te parle. Et quand tu es en défense, ça fait vraiment la différence et tu es capable, quand tu as les deux côtés du terrain qui sont occupé par les mecs qui sont avec toi, ton équipe, de créer une énergie qui est assez démente et créer des moments où tu vas aller chercher des trucs incroyables, quoi, que tu n'aurais pas vu en stage, que tu peux pas travailler quand tu es juste en entraînement ou en tournoi de préparation. Tu vois. Tu es obligé d'avoir une grosse liaison alors avec tes gars. Parce que forcément, est-ce qu'il va m'écouter? Peut-être écouter les yeux fermés, toi d'aller communiquer de la bonne façon aussi, parce que je pense qu'il y en a aussi qui faut leur parler de certaine façon pour qu'ils entendent. Comment ça, c'est super intéressant, parce que je savais pas ça, que justement il y avait ce lien sur le terrain. C'est du travail, c'est de la répétition, c'est des tournois de prépa, c'est de se dire les gars, on fait un trinôme, moi je parlerai à un tel quand il sera sur le terrain, lui il parlera à un tel quand il sera sur le terrain et inversement. Et ouais, tu crées forcément déjà une cohésion qui va être très forte parce que t'as pas que le coach qui te parle. D'ailleurs les coachs, à l'inverse d'autres sports, vont plutôt intervenir entre les points, tu vois, pour dire les gars, on va mettre telle tactique en place. Parce qu'entre chaque point, tu vas avoir un petit temps mort d'une minute, tu vois, où ils peuvent venir apporter des ajustements, donner des consignes à la ligne qui va rentrer après, pardon. Et ouais, en fait, la majorité de la com va passer joueur vers joueur, quoi, tu vois, pendant un point. Super intéressant, c'est exceptionnel aussi. Et c'est incroyable parce que moi j'ai vu la différence. En général, en club, quand tu joues en club, tout à l'heure tu me posais la question des différences entre club et équipe nationale et j'ai pas trop répondu, mais tu vois, c'en est une forte. C'est-à-dire que quand tu es en club, tu vas avoir, quand tu joues dans les niveaux un peu hauts du championnat français, dans N1, N2, c'est les deux premières divisions que tu as, tu vas avoir cette sideline, donc les mecs sont sur le bord, qui va avoir une importance. Plus tu descends, moins tu vas avoir cette communication parce que les gars sont là aussi pour kiffer sans trop se prendre la tête. Tu as des équipes qui le font quand même, tu vois, mais en général c'est un peu moins prégnant et tu vois que ça fait la diff. Et ouais, en équipe de France, c'est ultra important. Toutes les équipes nationales le font aussi. Et quant à ça, sur le terrain, quand tu as un mec qui donne sa vie pour te hurler dessus et pour te dire va devant, derrière, Pierre-Louis, relève-toi, machin, ça te met les jambes. Tu vois, c'est vraiment, enfin, j'imagine que toi. Vous êtes 24 sur le terrain, quoi.
C'est ça, toi tu vois, j'imagine sur le CrossFit, t'as un mec qui s'entraîne tout seul versus tu Les 10 gueules qui dessus. l'encouragent, bien sûr. T'as 10 qui l'encouragent, Bien sûr. ben, le mec ça lui donne des ailes, quoi, tu Exactement vois. ça. Donc l'idée c'est de reproduire ça sur le terrain. Et puis je trouve ça vraiment beau, tu vois, t'as tout le monde qui est impliqué et parfois c'est dur à aller chercher, tu vois, quand t'es devant, ben, t'as moins tendance à le faire. Des fois quand tu perds et que tu sais que ça va être compliqué de revenir, ben, t'as moins tendance à le faire. Donc il faut remobiliser tout le monde et maintenir cette énergie, ça demande aussi beaucoup d'énergie, mais le résultat, bien souvent, y est, quoi. Voilà. Tu parlais tout à l'heure euh, justement de ce fait que t'as la sélection euh, physique, technique, etc. Pour rentrer en équipe de France. Et tu disais aussi tout à l'heure qu'il y avait une sélection qui s'était faite par le coût du trajet de cette expérience que vous allez vivre là en Australie, qui va être un truc de fou. Mais comme tu me disais tout à l'heure en off, c'est peut-être un voyage à 6-7 000 euros, enfin une saison en tout cas, qui va se payer assez cher. Et vous n'êtes pas sponsorisé. Non, La fédération française ne vous paye rien. non, Et donc, c'est 100% pour vous. ouais. Comment toi euh, comment tu gères ça? Est-ce que tu penses que pour ceux. Parce que contrairement au golf ou au tennis, où on peut se dire, bon, c'est un sport entre guillemets de riches, même si c'est pas Oui. exactement ça, mais où tu as quand même de l'argent, c'est un sport de base qui coûte cher, comme la Formule 1, comme le cheval. Là, le frisbee, je sais pas combien coûte un frisbee, même le plus cher, et ça va coûter peut-être 50 balles ou 12 euros. 12 euros, ok. 12 euros, Donc, 15 euros si tu l'achètes voilà, au Decathlon terrain de rugby, ou à déjà, un tu peux magasin y de aller. sport. Voilà, Ouais. tu peux aller partout, tu peux aller Ouais. sur la plage d'ailleurs. Bon, je sais pas là où tu vas t'entraîner plus, mais tu peux pratiquer comme le foot un peu. C'est un Ouais. peu un sport, je dirais, pour les pauvres, entre guillemets, donc accessible à tous en tout cas. Et pourtant, pourtant, là, il faut avoir des sous pour pouvoir, à haut niveau, pouvoir faire les choses. Mais j'ai presque envie de dire que tous les sports, à 99%, sont soumis à cette contrainte. Ouais, alors, c'est un vaste sujet, le sujet du sponsoring et de l'argent, même dans ce sport. Enfin, il n'y a pas d'argent si ce n'est celui des joueurs, quoi. La Fédé fait ce qu'elle peut. On est une petite fédération, comme je te dis, peut-être 6 000 à 7 000 joueurs. Et la saison en Australie va nous coûter peut-être 6 000 euros, enfin 5 000 à 6 000 euros. Euh, un truc symbolique pour moi, c'est qu'on paye notre meilleure équipe de France. Tu vois, je trouve ça. Et à chaque fois que j'en parle à des gens qui ne sont pas du milieu, ils disent mais comment ça, vous payez votre maillot? Ben ouais, on a notre jeu de maillot et puis on lave, on en prend soin et c'est notre jeu de maillot pour l'année qu'on a payé, on a une prestation qu'on paye et bam, et, tu vois, donc ça fait un truc, ça m'a fait un truc, ça m'a mis un peu en colère au début parce que je me suis dit c'est pas normal, tu vois, c'est quand même, tu vas jouer pour ton pays, tu vas passer du temps, de l'argent, de l'énergie. Tu représentes ton pays, comme tu dis. Ouais. Tu vas représenter ton pays et on te fait même pas ce cadeau-là, tu vois. Donc j'étais un peu en colère et à la fois, tu te dis, en même temps, c'est vrai qu'on est que 6 000 à 7 000 joueurs. Le sponsoring, c'est compliqué, mais à la fois, je me dis, peut-être qu'on pourrait en faire plus. Alors, je cible pas des gens en particulier, mais tu vois, mettre l'énergie au bon endroit pour aller chercher des partenaires, pourquoi pas avoir des licences. Alors, elle n'est pas très élevée, tu vois, comparée à d'autres sports, mais avoir des licences ou des trajets qui sont payés. Pour certains joueurs, pour inciter les gens à faire des sélections, pour inciter à avoir un coût un peu moins élevé du frisbee. Alors, tu peux jouer à un coût très abordable quand tu restes en club et que tu fais quelques tournois, mais bien souvent, tu vas quand même payer tes trajets pour aller au championnat, et il y en a qui ne sont pas forcément en capacité de financer ça. Nous, pour la petite histoire, on a mis une cagnotte en route, c'est la première fois qu'on le fait, pour que les gens, nos proches ou quoi, puissent participer à ce projet-là. Elle est encore ouverte? Elle est encore ouverte, ouais. On la mettra en. Ouais, on mettra pourra sur la vidéo, la mettre en description. On a ouvert une tombola aussi pour faire gagner nos maillots, tu vois. Donc on se dit que ce qu'on pourra récupérer comme argent remboursera aussi notre prestation, tu vois, des maillots. Et puis on se dit que des gens qui nous aident seraient contents d'avoir un maillot équipe de France. Mais ça reste quand même extrêmement cher et il y a une vraie sélection qui est faite parce que, comme je te disais, il y a beaucoup de gens qui, moi j'en connais, des gars du foot qui ont vraiment adoré ce sport-là, mais le foot est beaucoup plus abordable, c'est tellement développé. Une fois que tu as payé ta licence 80 ou 100 balles dans un club, après, ils t'offrent le survêt, le maillot, les déplacements, les repas. Quel que soit le niveau d'ailleurs. Quel que soit le niveau, parce que c'est ultra développé. Tu as le charcutier, le garagiste du coin qui va donner de l'argent pour son club local, parce que ça fait vivre aussi des villages, des villes, enfin voilà quoi, tu vois. Le frisbee, c'est pas ça. Alors il y a quelques clubs
qui arrivent à mieux s'en sortir parce que ils ont des coachs qui sont, ou des encadrants qui sont aussi profs de sport, qui arrivent à recruter des jeunes, et donc des clubs qui sont de plus en plus gros et qui peuvent aller chercher des sponsors. Mais niveau équipe de France, pour l'instant, tout pour notre pomme. Voilà. Après, on revient toujours au même sujet. Alors, je ne sais pas si c'est un lien direct. Encore une fois, je ne suis pas assez spécialiste sur le sujet, mais aujourd'hui, quand tu vas aux États-Unis, au Canada, que tu fais n'importe quel sport où tu es excellent, tu vas pouvoir être accompagné de A à Z avec tes études, les emplois du temps aménagés, tes sponsorisés, etc., pour pouvoir aller au plus haut de tes capacités et voir où tu vas aller et t'es valorisé. Et c'est vrai qu'encore une fois, en France, alors après dans d'autres pays, je ne sais pas, mais en France, on n'est pas sur ce genre de sujet-là. Et qui plus est, encore plus pour des sports comme ça, qui ne sont pas connus, qui ne sont pas médiatisés, qui sont aussi où il y a peu de. C'est des sports qui sont anglo-saxons, donc forcément, enfin en tout cas américains. Et donc quand ils arrivent en France, c'est un peu comme, je sais pas moi, le baseball par exemple, ou le football américain. Tu vois, ou le hockey. Le hockey un peu plus, mais c'est des sports où pareil, c'est pas trop retransmis, c'est pas trop connu. Alors qu'aux États-Unis, c'est des énormes sports. Et même, j'irais même jusqu'à dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas de sport, il n'y a pas de mauvais sport. Tu vois, tu peux être très bon en ultimate, très bon en cheval, en sprint ou en n'importe quoi. Tu vas avoir forcément des sports qui vont être un peu plus cotés, mais tu vas avoir cet effet où tu vas être accompagné. Et ça, c'est vrai que c'est dommage. Après, donc toi, aujourd'hui, là, avec l'équipe de France, vous avez personne qui vous accompagne. Et donc là, c'est toi qui vas payer ton trajet. Ouais. Donc Et heureusement que j'ai la capacité, enfin que j'ai un salaire qui me permet de gérer ça. Mais donc c'est peut-être la question d'après. Il y a l'aspect financier, mais il y a du coup tout ce qui en découle, tous les sacrifices que ça nécessite côté vie perso. Il y a des mecs dans l'équipe, c'est un projet de vie d'aller en Australie. C'est des gars, ils avaient prévu d'acheter un appart, une maison avec leur moitié. Ils repoussent, il y en a, ils attendent de faire des enfants parce que c'est du temps, c'est de l'argent, et c'est surtout ces deux points-là quoi, peuvent être bloquants. ouais, parce que tu me disais que toi, tu travailles 35-40 heures par semaine, tu entraînes 6 entraînements dans la semaine. Euh, enfin, tu le mets où le temps? Toi, t'as des enfants? Non, j'ai pas d'enfant, mais je vis avec quelqu'un. Et heureusement qu'elle aussi, elle est sportive. Mm. Et qu'elle a ses objectifs aussi. Et qu'elle vit pas, comment dire, la relation à travers moi, uniquement moi, parce que j'ai pas beaucoup de temps à lui consacrer. Alors heureusement, on est dans notre phase de vie. Pour moi, entre tes 20 et 35 ans, même au-delà, tu peux quand même faire beaucoup de choses au niveau sportif. Bien et sûr. accomplir pas mal d'objectifs. Mais elle a des gros objectifs là qui arrivent prochainement, en même temps que moi je serai en Australie, donc ça se goupille bien. Mais il y a beaucoup de gens pour lesquels la vie de couple demande beaucoup plus de temps aussi, donc c'est des sacrifices assez importants. Donc ouais, moi mon emploi du temps, comme je te disais, j'ai la chance d'avoir un travail qui me permet d'avoir 2 heures à midi. J'aime bien les caler là, en modulo les déplacements pro aussi, parce que je suis amené à me déplacer sur le terrain, à suivre des chantiers. Mais le midi, voilà, j'essaie de caler 1 heure de sport. Après, voilà, le repas, et le soir après. Par contre, ouais, c'est pas d'excès, pas de soirée tardive. C'est une charge mentale quotidienne. C'est-à-dire que les collègues te disent, bon, on va boire une bière après le taf. Non. En fait, ouais, je vais pouvoir y aller, je vais prendre un Perrier, mais j'ai constamment cette charge mentale de me dire, les gars. Je vais pas dormir à fond. On est en équipe de France, je dois me reposer, je dois Mm. me coucher tôt, et c'est tellement important. En fait, ouais, c'est bien d'aller faire son renfo, sa prépa, aller lancer. Par contre, si derrière tu te reposes pas, tout ce que tu as fait, ça sert à rien, quoi. Donc le sommeil est ultra important, l'alimentation est ultra importante, l'hygiène de vie globalement, et c'est quelque chose que tu prépares 6 mois, 9 mois à l'avance, quoi, tu vois. Et encore, on n'a pas Toi, professionnel, on quoi. n'est pas professionnel, Mm. donc on le cale quand même dans notre emploi du temps, mais c'est J'ajouterai encore une chose que tu as dit et que tu as. Alors, tu as de la chance ou pas, mais par rapport à ta compagne, mais c'est que le stress que tu peux avoir aussi en dehors, tu parlais tout à l'heure, tu sais, du stress que tu peux avoir quand tes proches ils viennent te voir. Tu as une partie de ton attention qui va être sur ce stress-là, qui est propre à toi. Hein. Il y en a d'autres, je pense, qui ne réalisent pas de la même façon, mais quand tu as ta femme ou ton mari ou ton conjoint qui va te mettre une espèce de pression parce que tu vas passer beaucoup de temps au travail ou beaucoup de temps dans ton sport, qui ont du mal aussi à comprendre
cette passion, parce qu'ils n'ont pas la même, ça te met une charge mentale en plus. Et ça, forcément, quand tu as ton travail en plus, tu as la pression de je dois caler mon heure d'entraînement à midi, parce que sinon, le soir, je ne peux pas m'entraîner, le matin non plus. Donc, ça rajoute du stress. Et c'est là qu'on voit la différence entre un sportif professionnel qui est payé pour faire son sport, qui va récupérer, qui va avoir du temps pour dormir, qui a eu du temps pour bien manger, pour aller au kiné, pour aller s'entraîner, et une personne qui a besoin de tout goupiller partout. Et forcément, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans les 10 meilleurs, pays du monde, mais c'est pour ça que vous n'êtes pas aussi dans les 3 premiers, je pense. Oui, clairement. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, mais est-ce que ça joue beaucoup là-dessus Ça joue énormément. Et comme tu disais, tu vois, un sportif de haut niveau, il va avoir son temps de récup, il va avoir le kiné, il va avoir son ostéo. Moi, quand je vais chez ostéo, la séance, 60 balles. je la paye 60 balles et heureusement, j'ai une mutuelle qui me rembourse une partie, mais je ne peux pas y aller toutes les semaines, tu vois. Ça serait un budget ultra conséquent. J'ai une chance inouïe d'avoir une compagne qui me laisse libre d'aller faire mes tournois de prépa et qui ne me met pas de pression. Mais d'autres qui ont 33 ans comme moi, qui ont déjà un ou voire 2 enfants, et du coup ils ont arrêté le frisbee, quoi, tu vois. Il y en a certains pour lesquels c'est très compliqué. Enfin, c'est beaucoup de sacrifices. L'anecdote, moi, que je te donnerai, c'est qu'en 2022, quand je préparais cette fameuse saison des World Games, donc l'antichambre des JO à laquelle on est allé en mixte, voilà. C'est une saison sur laquelle j'avais deux objectifs. Il y avait un projet club avec le club de Paris où on allait jouer les championnats du monde des clubs, une espèce de Ligue des champions mondiale qui est aux États-Unis. Et à la fois, je préparais peut-être cette compète si j'avais la chance d'être titulaire. Et cette saison-là a été extrêmement difficile à gérer parce que je venais d'arriver dans mon nouveau travail à Annecy. Donc j'avais des obligations pro, je ne pouvais pas me permettre de louper ou de demander des choses, tu vois, tu viens d'arriver, c'est quand même compliqué. C'est la saison où je me suis dit, là, il faut que je mette le paquet niveau prépa, donc tu vois, j'ai vraiment suivi la prépa qu'on nous envoyait, tu vois, je faisais mes trucs à côté. Je suis allé à la salle plusieurs fois, c'est là que je faisais les séances, tu vois, un peu chargées. Ouais. Et en fait, j'ai vécu vraiment un épisode de surentraînement que au départ j'ai pris à la légère en me disant bon, je suis fatigué parce que je m'entraîne beaucoup. Je récupérais pas trop sur le terrain, je me sentais un peu comme dans ce rêve où tu veux courir, tu veux t'échapper d'une situation, mais tu es au ralenti. Tu es au ralenti et tu te dis mais dans la réalité je cours plus vite, tu vois. Et j'étais comme ça sur le terrain et je me disais mais en fait là ça commence à plus aller parce que je suis à 3 mois de la compète et j'arrive plus à m'en sortir, tu vois. J'étais dans une espèce de cercle vicieux, ça commençait à me peser mentalement en me disant mais attends, là je suis pas bien, donc la confiance qui commençait à partir, je jouais de moins en moins bien, j'étais du coup un peu plus irritable, tu vois, donc là chapeau à ma copine qui a enduré ça aussi. Au boulot j'étais moins efficace parce que je pensais constamment à ça en me disant mais est-ce qu'il faut que je fasse plus de séances ou quoi, et en fait tu vois les mecs de ton équipe qui s'entraînent et qui eux performent, tu vois, et tu te dis mais en fait je pense qu'il faut que j'en fasse plus, donc t'en fais plus et c'est un cercle vicieux. Et vraiment ce qui m'a sauvé c'est de m'arrêter un mois avant la compète, arrêter de regarder la prépa et de me dire je retourne à des choses basiques, je me refais un peu plaisir parce que je m'astreignais à une hygiène assez drastique avec zéro alcool et tout. Et là je me suis dit, alors j'encourage pas ça, tu vois, mais je me suis dit bon ok, il y a une soirée, je vais m'autoriser une demi de bière blanche, tu vois, en me disant ok, c'est ok, je vais me faire plaisir. Relâcher un peu la pression. Relâcher la pression, refaire ce qu'on appelle un peu plus communément refaire un peu de jus, tu vois, reprendre de l'énergie. Faire des siestes, c'est tellement important, mais quand tu bosses, c'est dur. Hein. Aujourd'hui, la sieste en France, personne n'a fait. Tu vas au boulot, dans un bureau, tu fais la sieste, tu te fais traiter de bon à rien, quoi, tu vois. Ça commence un peu à changer, tu vois. Il y a quelques boîtes qui mettent des salles de sieste, des trucs comme ça, mais c'est trop important. Et surtout quand tu fais du sport, te caler 20 minutes de sieste, ça change tout. Ça change tout, vraiment. Et maintenant, dès que je peux le faire, je le fais. Je me suis aménagé sous le bureau. Petit carimat de camping, le coussin, et les collègues sont au courant. Et régulièrement, je me fais une petite sieste. Ah ouais, tu vois, retour de tournoi où tu as fait 4 ou 5 matchs dans le week-end. Tu as le trajet, tu es rentré tard parce que tu peux pas te permettre de poser une journée de congé pour le truc, parce que les jours de congé, j'ai la chance d'être dans une filiale d'EDF, donc j'ai un peu plus de jours de congé que la moyenne des 5 semaines habituelles, mais c'est quand même du temps, quoi, tu vois. Mais c'est super intéressant aussi de montrer que tu es capable, malgré la situation, de trouver des solutions. Ouais. C'est pas idéal,
mais tu vas t'entraîner le midi, tu as 1h30, 2 heures de pause, tu vas t'entraîner parce que c'est le seul moment où tu peux, mais tu y vas quand même. Tu pourrais ne pas le faire. Tu vas mettre ton matelas et ton sac de couchage sur le bureau. J'aimerais bien voir ça, quand ton patron il rentre dans le bureau et qu'il voit ça. Mais je pense qu'il comprend, parce que après ça permet aussi d'être plus productif, parce que tu es plus en forme. En tout cas, tu trouves les solutions pour pouvoir toi, performer et être au meilleur niveau. Donc, c'est top. Est-ce que, pour terminer, tu peux nous parler un peu de ce qui arrive là, dans un mois, ce que ça représente pour toi? Puisque tu me disais que c'était peut-être ta dernière saison, tu as 33 ans aujourd'hui, que physiquement, faut un moment, tu ne peux pas performer à très haut niveau toute ta vie. Qu'est-ce que ça représente pour toi et qu'est-ce qui se passe dans un mois? Eh bien, il se passe, je vais même te décrire un peu comment ça va se passer. On arrive une semaine avant, parce qu'on veut ce temps d'acclimatation aussi, parce qu'il y a un gros décalage horaire, tu vois. Je crois qu'on est sur 10 ou 12 heures. Ouais. Donc ça va jouer. En Australie, ouais. Alors en Australie, heureusement, là-bas, ce sera l'hiver, donc on va pas avoir normalement des températures à 35 degrés comme on a en été ici. On devrait être autour de 25 degrés, donc plutôt correct. Néanmoins, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on reprenne les habitudes, parce que même si on s'est vu il y a 2 semaines avec l'équipe, tu vois, il se sera passé un mois et demi. Et puis tu vas avoir l'environnement différent, tu vas avoir l'excitation de jouer. Et quand tu fais les matchs en général juste avant la compète, des matchs de prépa ou des entraînements de prépa juste avant la compète, c'est pas là que tu es le meilleur. Tout le monde est un peu excité, a hâte, et à la fois tu as envie de te gérer. Donc voilà, ça va être des moments très importants avant la compète. Pour moi, ce que ça représente, c'est une des seules compètes majeures que j'aurais pas pu jouer, et que j'aurais dû jouer en 2020, mais le Covid a fait que j'ai pas pu le faire. Sachant qu'en 2020, on avait une très très belle équipe et qu'on partait avec un statut de top 3. Tu vois, top 3, top 4, ça aurait été, enfin, c'était un objectif plutôt qu'un statut. On avait un objectif de top 3, top 4. On avait l'équipe pour le faire, je pense. Donc là, petite revanche sur ça, sur cette partie Covid qui m'a aussi un peu impacté mentalement, comme beaucoup de monde. Et encore, moi, c'est que du sport, tu vois, donc ça va. Mais ouais, ça va représenter le championnat un peu d'une vie sur un autre continent, loin, en open, donc catégorie pour moi un peu reine, tu vois, où on va jouer des grosses équipes. Et voilà, après, je sais pas si c'est mon jubilé, je l'ai dit quand même à pas mal de monde, tu vois, de me dire que c'était ma dernière saison, parce qu'après, du coup, si tu comptes le prochain cycle, il est C'est quand encore même 4 déjà ans, dans 4 ans pour le monde et 3 ans pour l'Europe. Donc voilà, et puis après, il y a les projets perso aussi qui font que j'ai envie de bien terminer ça pour me dire, ok, j'aurais fait tout ce que je voulais dans ce sport, en tout cas au niveau équipe de France. Après, je peux continuer, hein, il y a catégorie master, grand master et tout ça. Mais voilà, le côté perso, se poser un peu aussi avec ma copine, faire des projets de voyage, parce que finalement, nos voyages qu'on fait, ils sont rarement tous les deux ensemble. Elle, c'est pour aller à La Réunion faire la diag, et moi pour aller en Australie faire du frisbee. Ok. Donc on en est là, ça représente beaucoup, et un aboutissement de carrière internationale, quoi. Voilà. Magnifique. Pierre-Louis, c'était un plaisir. Merci de nous Partagé. avoir apporté autant d'infos sur ce sport, et surtout sur ta manière de t'entraîner, d'être aussi résilient et trouver des solutions pour t'entraîner. Je pense que ça va inspirer beaucoup de monde. Merci pour ton temps, Ouais. et bonne chance. Et même si ça n'a pas de rapport avec la chance, en tout cas, déchirer tout là-bas en Australie. Et puis, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Ouais. À bientôt. Merci bien. Et Avec merci pour plaisir. tout, merci pour ton temps. Avec plaisir, merci à vous. Merci d'être resté jusqu'au bout. Comme vous avez pu le voir, Pierre-Louis est un athlète exceptionnel, plein de résilience, mais aussi qui a besoin de notre aide pour pouvoir accomplir ses rêves, notamment son rêve de championnat du monde qui arrive. On vous a mis en description le lien vers une cagnotte pour pouvoir l'aider. On compte sur vous pour qu'il puisse réaliser une petite partie de son rêve.